Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi sur l'urbanisme en République du Bénin. Le constat est fait que l'insuffisance des instruments juridiques relatifs au secteur, en plus de l'obsolescence des outils existants, freine les efforts de développement de villes durables et affecte la gestion des infrastructures et équipements publics. En outre, l'étalement urbain des agglomérations qui engendre la prolifération de zones périurbaines faiblement équipées et viabilisées a pour corollaire des constructions en zone impropre à l'habitat. Ces occupations non contrôlées de l'espace urbain et périurbain sont préjudiciables à la sauvegarde ainsi qu'à la protection de l'environnement. Elles exposent les citadins aux risques et conséquences de catastrophes naturelles dues au changement climatique. Or, le contexte politique, administratif et institutionnel a beaucoup évolué, notamment avec l'adoption du Code foncier et domanial, de même que de lois spécifiques à l'aménagement du territoire, au changement climatique, à la protection, l'aménagement et la mise en valeur de la zone du littoral. La nécessité de tenir compte de cette évolution qualitative pour réorganiser ce secteur justifie la sollicitation de la représentation nationale à l'effet de doter le Bénin d'une loi dédiée. Celle-ci, une fois votée, devrait, entre autres, favoriser la mise en œuvre des investissements du programme d'action du gouvernement en facilitant la mobilisation de réserves foncières et la réservation de grandes emprises pour les futurs investissements publics dans le cadre de la planification du développement urbain. Il s'agit en l'occurrence de faire le lien entre les impératifs opérationnels à court terme et la vision prospective de long terme pour la promotion de villes durables en cohérence avec les outils d'aménagement du territoire et les règles de l'art en matière d'urbanisme. Intégrer au principe règles et instruments de planification et d'aménagement urbain, les outils de protection et de valorisation des zones sensibles, notamment celles du littoral, d'adaptation au changement climatique et de transition énergétique. Prendre en compte le contexte de modernisation et de développement urbain accéléré à mettre en œuvre par les acteurs afin de pouvoir faire face au gap de logement et de services ainsi qu'à la croissance rapide des agglomérations urbaines. Tenir compte du contexte de la décentralisation et faciliter le partenariat de l'État et des communes avec le secteur privé en vue d'attirer les investisseurs potentiels. Mettre en cohérence les tests qui ont existé jusque-là dans le secteur en les fondant dans un document unique qui régira désormais les diverses matières relevant de l'urbanisme. Le ministre du Cadre de vie, une fois la procédure législative achevée, organisera, en collaboration avec le ministre de la Justice, des séances de vulgarisation de la loi afin que son contenu soit accessible au commun des citoyens pour, conséquemment, induire des changements de comportement nécessaires à l'appropriation de nouvelles règles de vie en ville. Nous sommes réunis ici dans le cadre des travaux préparatoires de la première édition de la conférence internationale de technologie, de l'information et de la communication. Cette conférence internationale est organisée par l'Académie nationale des sciences, lettres et arts du Bénin. C'est une contribution majeure aux questions de bien-être de la population. Cette conférence a pour objectif vraiment d'accompagner le programme d'action gouvernementale dans tout ce qui permettra d'assurer effectivement un bien-être social vraiment intéressant aux populations, surtout en veillant sur les aspects de radiation, qui sont des aspects dans lesquels nous vivons, mais on n'est pas conscient. Tout ce qui est électricité, tout ce qui est télécommunications, donc nos téléphones que nous utilisons sont sources de radiation. Le GSM dégage des ondes électromagnétiques qui nous servent évidemment pour communiquer, mais ça peut créer des difficultés aux personnes qui l'utilisent sans faire précaution. Par exemple, ceux qui dorment avec l'appareil à la tête aux cheveux, ils ont intérêt à prendre des précautions. Même les stations de radio, de télévision sont des sources de radiation également.
les équipements déployés par les opérateurs sur le terrain sont source de radiation. Cette formation est très importante parce que nous baignons tous dans un monde hyper connecté. La 4G, la 3G, Bluetooth, le Wi-Fi, nous utilisons tous des équipements électromagnétiques. Or, ces équipements qui émettent des ondes électromagnétiques peuvent avoir des effets néfastes sur la santé si on ne respecte pas des seuils de radiation. Donc, lors de cette conférence qui concerne les nouveaux défis des populations face à l'exposition aux ondes électromagnétiques, nous allons expliquer aux populations et aux ingénieurs quels sont les seuils recommandés. Dans le programme d'action du gouvernement 2021-2026, le Bénin entend poursuivre la transformation structurelle de son économie à travers la promotion d'une éducation de qualité. Sur 100 000 habitants, 1700 garçons font aujourd'hui des études supérieures, contre seulement 630 filles. Face à ces chiffres assez préoccupants, le gouvernement du Bénin a trouvé, à travers le projet SWED et plus précisément son sous-projet Métier des filles à l'école, une réponse qui vient corriger ces inégalités remarquables. Disons que j'étais en joie puisque avant je prenais 200, ou soit 300 francs si je venais à l'école. Mais maintenant depuis que j'ai reçu, disons que quand je viens, au moins je mange plus qu'avant quoi. J'utilise, je fais ce que je pourrais. Même quand ma maison est loin, quand je pouvais aller à la maison, au moins je pourrais payer quelques moyens de déplacement quoi, pour pouvoir vite aller, afin d'éviter le soleil et tout quoi. C'est pourquoi je dirais que ça m'a beaucoup aidé et puis ça m'a plu aussi. Ah, et ça fait que mon père ne dépense plus comme avant. Ça m'a permis d'épargner puisque disons que ça m'a aussi permis de payer une part de l'argent des exposés quoi, que j'aurais fait puisque mon père n'avait pas l'argent pour me payer ça. Donc comme j'ai aussi ma mère, elle a proposé que j'enlève une part quoi, pour pouvoir payer. Maintenant j'ai déjà payé et puis je fais partie déjà. Donc c'est déjà bien. Avant, les parents, ils étaient difficiles là. Ils sont soucis de comment mon enfant doit avoir l'argent pour aller à l'école demain. Mais maintenant, ce n'est plus comme avant. Maintenant, ils sont très soulagés. Des fois, il m'arrive même que, même 100 francs et 50, je n'arrive même pas à garder pour aller à l'école. Mais maintenant, je garde plus de 100 francs. Bon, cette année aussi, je prenais 200. Mais quand le gouvernement a commencé par me donner les petits déjeuners, avant les 200, j'enlevais les frais de photocopie, tout ça là. Mais maintenant, ce n'est plus difficile comme avant. Je prenais tranquille et je fais tout ce que je veux avec les frais de photocopie, tout. Avec les 600 francs que je prends par jour maintenant, je mange bien, je peux acheter tout ce que je veux. Parfois on trouve les 200, parfois on ne trouve pas. Elle prend 100 francs parfois. Elle est venue avec beaucoup de joie à la maison pour dire ça. Nous aussi, on a trouvé beaucoup de joie aussi. Elle gère bien l'argent. Elle prend les 600 chaque fois pour venir à l'école. Des fois, nous faisons plus que les parents par rapport à ces élèves filles, parce que vous voyez, elles sont vulnérables. Et voyant ça, au lieu de les laisser, on fait toujours des efforts personnels pour les soutenir, parce qu'elles viennent pour des problèmes réels. Le quotidien, le manger est un problème pour la fille qui a 16 ans, 17 ans. Maintenant, vous voulez qu'elle fasse quoi si elle n'a pas à manger? Si un maçon le prend, un menuisier, apprenti menuisier, donne 200 francs, c'est fini. Et là, c'est les grossesses indésirées qui sortent et puis finalement, la scolarité est perdue. Donc, c'est une chance. On a toujours réglé ce problème-là chaque jour que Dieu fait. Heureusement que le gouvernement pense à comment améliorer cette situation. Nous l'encourageons beaucoup à le faire. Nous allons demander aussi à ces filles de savoir qu'elles sont sélectionnées, elles sont privilégiées aujourd'hui. Donc alors elles doivent donner le meilleur d'elles-mêmes pour mériter cette confiance-là du gouvernement. Si demain, d'ici 10 ans, il y a plus de filles scolarisées, plus de filles qui soient de vrais cadres, on va dire alors, l'expérience a été concluante. Le gouvernement a fait un effort et en 10 ans, on a vu des cadres qui sont sortis, des cadres femmes qui peuvent dignement représenter le Bénin ou bien parler au nom du Bénin.
Une entreprise chinoise ouvre une mine de lithium au Zimbabwe. Inaugurée mercredi, l'usine de traitement du lithium d'une valeur de 300 millions de dollars a une capacité de traitement de 4,5 millions de tonnes métriques de lithium de roche dure en concentré pour l'exportation par an. Elle a été lancée par Prospect Lithium Zimbabwe, une filiale de la société chinoise Zhejiang Huayu. Le lithium est le minéral du présent et de l'avenir. C'est pourquoi son enrichissement et sa valorisation par Prospect Lithium Zimbabwe positionneront notre pays comme un acteur émergent et compétitif dans la chaîne de valeur mondiale du lithium partout dans le monde. Le Zimbabwe possède l'une des plus grandes réserves mondiales de lithium dont la demande explose dans le monde entier en raison de son utilisation dans les batteries des voitures électriques. Ces dernières années, le pays a attiré des investisseurs venus du Canada, du Royaume-Uni et de l'Australie, mais la Chine reste l'acteur dominant. La Haute Cour de Johannesburg a rejeté mercredi un recours privé introduit par l'ex-président sud-africain Jacob Zuma contre l'actuel chef de l'État. Le jugement de la Cour stipule que les poursuites privées intentées par Jacob Zuma sont illégales et inconstitutionnelles. L'octogénaire devra notamment payer les frais de procédure de l'actuel président Cyril Ramaphosa. Le chef de file de l'ANC a salué mercredi la décision de justice. Zuma soutenait que son successeur à la tête de l'Afrique du Sud n'avait pas agi comme le requiert la procédure lorsqu'il lui avait notifié une prétendue faute professionnelle du procureur Billy Downer. Jacob Zuma, poursuivi dans une affaire de corruption par Billy Downer, l'accusait d'avoir fait fuiter dans la presse des informations médicales le concernant. La Haute Cour de Pietermaritzburg avait rejeté début juin le recours privé introduit par Zuma contre Billy Downer et une journaliste d'investigation. Les premières élections présidentielles du Soudan du Sud, plusieurs fois repoussées et dorénavant prévues l'an prochain, se tiendront bien en décembre 2024. Le président Salva Kiir a fait l'annonce mardi et confirmé sa candidature sous les couleurs de son parti, le SPLM. L'ancien militaire est le seul dirigeant qu'a connu le Soudan du Sud depuis son accession à l'indépendance en 2011. Après une période de transition, des élections auraient dû se tenir en février 2023. Mais le gouvernement devait encore respecter des clauses clés d'un accord qui prévoit notamment la rédaction d'une constitution. L'accord de paix entre M. Kiir et son vice-président et rival M. Machar avait permis l'installation d'un fragile gouvernement d'union nationale en 2020. Depuis, le pays a été confronté à des inondations, la fin de nouvelles violences et des querelles politiques à mesure que les promesses de l'accord de paix tardaient à se matérialiser. Salva Kiir s'est déclaré par le passé favorable à un scrutin libre et équitable. Pour l'heure, aucun autre politicien ne s'est porté candidat aux prochaines élections. La 8e conférence de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, dit OPEP, a débuté mercredi à Vienne, alors que l'Arabie saoudite annonçait lundi la réduction de sa production. Parmi les invités et les orateurs figurait le prince Abdulaziz bin Salman Al Saoud, ministre de l'énergie du Royaume d'Arabie Saoudite, le ministre de l'énergie et des infrastructures des Émirats arabes unis, ainsi que les ministres du pétrole et du gaz d'Irak et de Libye. Des milliards de personnes dépendent de notre produit de base, le pétrole, pour leur vie quotidienne. C'est une réalité incontournable qui mérite le respect. Ce pourquoi l'OPEP veut garantir la stabilité du marché. Bien entendu, en tant qu'industrie, nous voulons nous assurer que notre avenir sera exempt d'émissions. L'exploitation des technologies permettant d'y parvenir sera l'un des thèmes prédominants du séminaire. Cependant, le pétrole est trop central et fondamental pour la vie pour y mettre fin. Nous sommes conscients de cette réalité et nous nous efforçons constamment de réduire notre empreinte écologique. Nous pouvons tous progresser vers une transition énergétique durable et inclusive. Cette année, la réunion qui se tiendra sur 2 jours examinera le paysage énergétique mondial actuel et les perspectives en matière de transition énergétique, de stabilité des marchés, de sécurité énergétique, d'investissement, de technologie et d'innovation. En Afrique du Sud, 16 personnes, dont des enfants, sont mortes suite à une fuite de gaz dans un bidonville près de Johannesburg.
La catastrophe survenue dans la nuit de mercredi à jeudi serait liée à des activités minières illégales. Elle s'est produite dans le quartier informel d'Angelo, à l'est de la ville. 5 femmes et 3 enfants figurent parmi les défunts. Il s'agit sans aucun doute d'une fuite de gaz qui pourrait provenir de ce que vous appelleriez des mineurs illégaux, des Amazama. Cela proviendrait de l'une de leurs habitations et cette fuite a été inhalée par des membres de la communauté qui sont ensuite décédés. Les pompiers et les services d'urgence ont reçu un appel vers 20 h concernant une explosion de gaz, mais à leur arrivée, ils ont découvert qu'il s'agissait d'une fuite de bouteilles de gaz d'oxyde de nitrate provenant d'une bouteille utilisée dans le cadre d'une activité minière illégale à l'intérieur et autour du bidonville. Nous n'avons toujours pas guéri de la dernière explosion de gaz. C'est un jour très triste pour les habitants de Boksburg et d'Ekurhuleni. Nous espérons que le nombre de morts ne va pas augmenter et que les recherches, bien sûr, ont eu lieu dans d'autres habitations, dans d'autres cabanes ou maisons, afin que nous puissions voir s'il n'y a pas de victimes à l'intérieur de ces habitations. La zone se trouve au pied d'une ancienne mine abandonnée, avec un taux de chômage de plus de 32% en Afrique du Sud. Des milliers de mineurs illégaux non enregistrés fouillent les mines obsolètes à la recherche d'or dans des conditions difficiles et souvent périlleuses. Dans toute l'Afrique du Sud rurale, les écoles sont équipées de latrines à fosses dangereuses. Ces toilettes rudimentaires sont dotées d'une dalle de béton posée sur le sol et d'une fosse d'au moins 3 mètres de profondeur. Héritage de l'époque de l'apartheid, elles auraient dû être remplacées, mais les dates limites pour leur changement ayant été dépassées, elles laissent les jeunes enfants exposés à un risque de chute et de noyade. Il ne sait plus rien. Même quand on lui demande son âge, il ne sait pas. Depuis cet incident, il ne va plus bien. Mentalement, il ne va pas bien. Je ressens de la douleur parce que mon enfant ne sera jamais capable de faire quoi que ce soit. L'avenir de mon enfant s'est arrêté le 3 à l'école primaire. Et ils osent dire que je mens. Les différents gouvernements qui se sont succédés depuis le président Nelson Mandela ont promis d'éradiquer ce fléau qui, selon les militants d'Amnesty International, symbolise l'inégalité et l'ineptie du gouvernement de l'apartheid. Plus de 3300 des 23 000 écoles publiques d'Afrique du Sud utilisent encore des latrines à fosses. Mon fils a 12 ans. Il va à la même école qu'Oratile. Et en tant que parent, l'incident qui est arrivé, qu'il soit tombé dans les toilettes à fosses, m'a beaucoup touchée parce qu'on retourne l'histoire, on se met à la place de cette famille, on imagine notre enfant à la place d'Oratile. On est malheureux tous les jours à l'idée de vivre cela. Bien qu'il n'existe pas de données fiables sur les noyades d'enfants dans les latrines à fosses, des articles de presse soulignent le danger quotidien. En mars, une fillette de 4 ans avait été retrouvée morte dans les toilettes d'une école. Un mois plus tard, une fillette de 20 mois avait été retrouvée dans les toilettes à fosses dans l'arrière-cour d'une autre école. Le fait que le gouvernement ait dû être traîné devant les tribunaux pour régler la question des toilettes à fosses montre que le gouvernement ne respecte pas ses obligations en matière de protection des droits de l'homme, à tel point qu'il doit être traîné devant les tribunaux pour régler ce problème. En 2018, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, le gouvernement du président Ramaphosa a déclaré qu'un demi-million de dollars serait nécessaire pour éradiquer les latrines ouvertes dans les écoles. La ministre de l'Éducation, Angie Motshekga, a ensuite fixé une nouvelle échéance pour mars de cette année qui a été repoussée à 2025. Après l'altercation entre migrants et habitants de Sfax qui a causé la mort d'un Tunisien de 41 ans, des migrants d'Afrique subsaharienne essaient de fuir la ville côtière où les tensions raciales se transforment en violences ciblées. Après les funérailles de la victime, des Tunisiens s'en sont pris à eux et des dizaines ont été expulsés de force de la ville, ont indiqué des témoins mercredi. Il y a un problème sérieux à Sfax. Il y a un subsaharien qui a tué sur les Tunisiens et du coup la population tunisienne est fâchée contre tous les subsahariens. Et la population tunisienne s'attaque aux subsahariens et même la police tunisienne essaie d'arrêter illégalement tous les subsahariens, des fois pour aller refouler dans les déserts de la Libye, ce qui n'est pas normal. Bon, on a vraiment peur d'être ici, c'est pourquoi on veut à tout prix quitter d'abord Sfax. Des centaines d'habitants en colère se sont massés dans les rues de Sfax mardi en fin de journée, exigeant l'expulsion de tous les migrants illégaux. Des policiers ont chassé des dizaines de migrants de leurs maisons sous les acclamations des habitants de la ville avant de les embarquer dans des voitures de police.
Avant, la Tunisie était un pays d'accueil pour nous. On vivait à l'aise ici, mais comme on n'est pas les bienvenus en Tunisie, la solution serait de traverser la Méditerranée pour aller en Europe, parce que rentrer dans nos pays aussi n'est pas facile. Les autorités tunisiennes ont expulsé un groupe de 100 migrants de Sfax vers la frontière libyenne, selon une déclaration commune du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux et d'une vingtaine d'autres organisations non gouvernementales. Quelques 18 millions de doses du premier vaccin antipaludique vont être acheminées dans 12 pays d'Afrique jusqu'en 2025, ont annoncé mercredi l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF et l'Alliance du vaccin. Près d'1,6 million des vaccins mis au point par le groupe pharmaceutique britannique GSK ont déjà été administrés dans 3 pays tests dans le cadre d'un programme pilote. Le premier vaccin contre le paludisme a été administré à plus d'1,6 million d'enfants au Ghana, au Kenya et au Malawi. Il s'est avéré sûr et efficace, entraînant une réduction substantielle des cas graves de paludisme et une diminution du nombre de décès d'enfants. En 2021, 96% des décès dus au paludisme dans le monde se sont produits en Afrique. Plus de 30 pays du continent ont indiqué vouloir recevoir des doses. En plus des 3 pays tests, 9 autres pays, dont le Bénin, le Libéria et l'Ouganda, en bénéficieront. Je pense qu'il est très important de se rappeler que presque chaque minute, un enfant meurt du paludisme et l'introduction du vaccin antipaludéen comme un atout supplémentaire dans la boîte à outils pour lutter contre la maladie grave. Les décès qui surviennent est une étape essentielle. Les premiers vaccins devraient arriver fin 2023 pour être déployés début 2024. L'OMS, l'UNICEF et l'Alliance du vaccin estiment la demande mondiale annuelle entre 80 à 100 millions de doses par an d'ici 2030. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a été informé mercredi du rapport annuel du secrétaire général sur les enfants et les conflits armés. Le directeur général adjoint des programmes de l'UNICEF, Omar Abdi, a déclaré que le rapport de cette année comprend le plus grand nombre de violations graves jamais vérifiées par les Nations Unies, soit plus de 27 000, contre 24 000 en 2021. Le rapport du secrétaire général de cette année comprend à la fois le plus grand nombre de violations graves jamais vérifiées par les Nations Unies et le plus grand nombre de situations préoccupantes. L'UNICEF est gravement préoccupé par le sort des enfants dans les situations les plus récemment ajoutées au rapport, notamment à Haïti et le Niger cette année, et l'Éthiopie, le Mozambique et l'Ukraine en 2022. Ce rapport annuel fournit des informations sur les 6 violations graves commises à l'encontre d'enfants, malgré les dispositifs robustes mis en place.